Mon patron m'a licencié par SMS, alors que j'étais en train de boucler un contrat historique. Considérez cela comme votre cadeau d'adieu à l'entreprise. Il s'agissait d'un contrat de 42 millions de dollars, que j'avais géré de bout en bout. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste envoyé un fichier. Le lendemain matin, 42 millions de dollars étaient directement versés sur mon compte. Considérez cela comme votre cadeau d'adieu à l'entreprise. C'était le message envoyé à 17h43, alors que je me trouvais à Dubaï, dans une salle de conférence vitrée, sur le point de conclure le marché que j'avais bâti à partir de zéro. 42 millions de dollars, des mois de travail, et une seule phrase pour m'effacer. Je m'appelle Ethan Val, j'ai 36 ans, et je suis consultant technique international. C'est grâce à moi que les chiffres tiennent. Lorsqu'un contrat est validé sans révision, c'est parce que j'ai neutralisé les risques, bien avant qu'ils n'atteignent le service juridique. J'ai sécurisé des accès sur 3 continents, sans jamais faire voyager le moindre cadre dirigeant. Chaque transaction qui a fait sensation au niveau du conseil d'administration est d'abord passée entre mes mains, discrètement, avec précision, et sans fanfare. Je n'ai jamais réclamé de reconnaissance. Je me contentais de produire des résultats. Et voilà que l'on me remerciait. D'une simple phrase. Je n'ai pas répondu. J'ai juste verrouillé mon téléphone. Le contrat était grand ouvert, posé sur la table. 3 hommes du ministère des Infrastructures étaient assis en face de moi, col de chemise impeccable, un peu de poussière sur les manches. Des ingénieurs qui passaient plus de temps sur les chantiers que dans les bureaux. Ils attendaient, patients, respectueux, sans réaliser que l'on venait de m'effacer. J'ai désigné la clause finale, relative aux conditions de livraison, ainsi qu'à l'accès post-signature. Ils l'ont lu lentement. L'un d'eux a ajusté ses lunettes. Puis, ils ont hoché la tête. J'enverrai la confirmation d'ici une heure, ai-je dit. J'ai refermé le dossier, glissé le stylo dans son passant. J'ai fermé la fermeture éclair de ma sacoche, puis je me suis levé. Sans colère. Sans hésitation, par simple habitude. Je suis sorti par la porte latérale. Le couloir extérieur était étroit, avec un éclairage qui clignotait, dans un coin. Un miroir se dressait en face de l'ascenseur, dans son cadre en métal. Brossé de plain-pied. Je ne me suis pas arrêté, mais j'ai jeté un coup d'œil. L'homme qui me fixait en retour n'a pas scié. Arrivé à la cage d'escalier, j'ai glissé ma main dans la doublure de ma sacoche. Il s'y trouvait une couture. Cachée, cousue à la main, 2 ans plus tôt. J'en ai sorti une petite clé USB. Noire, sans étiquette, juste présente. Aucun logo, aucune marque, exactement le genre d'objet que personne ne remarque. Jusqu'à ce qu'il vienne à manquer. Je l'ai tourné une fois entre mes doigts. Puis je l'ai glissé dans la poche intérieure de mon blazer, j'ai lissé le tissu, ajusté mes poignets, et j'ai avancé. J'ai descendu les escaliers. 12 étages, chaque palier se révélant plus silencieux que le précédent. Dans le hall, je me suis faufilé parmi les clients, sans me faire remarquer. Des touristes traînaient leurs bagages. Un homme d'affaires se disputait pour son enregistrement. Aucun d'entre eux n'avait d'importance. Au café, j'ai commandé un double expresso. Sans sucre, sans lait. Le serveur a pris la commande en silence. Cela me convenait parfaitement. J'ai attendu, une main posée sur le comptoir, l'autre à l'intérieur de mon manteau, protégeant toujours ma poche. La tasse est arrivée, légèrement ébréchée sur l'anse. Je l'ai prise, puis je me suis dirigé vers la table la plus éloignée, dans le coin. Le dos au mur. Avec une vue dégagée sur les 2 entrées. Je n'ai pas consulté mon téléphone. Je n'ai pas ouvert mon ordinateur. Je n'ai pas fait défiler mes écrans. J'ai simplement attendu. Une gorgée. Amère. Pure.
Intense. La table était froide sous mes doigts. Une ligne de condensation se formait, près du bord. Je l'ai effleuré du doigt, puis je l'ai laissé tranquille. À l'étage, il allait commencer à se demander où j'étais parti, pourquoi je n'étais pas revenu, et qui détenait le fichier final. Ils allaient passer des appels. Fouiller les disques partagés, tester des mots de passe, essayer le mien. Il allait échouer. Mais ce n'était plus mon problème. Les gens parlent souvent de la trahison comme de quelque chose de bruyant, fait de cris, de portes claquées et d'explosions. Ici, rien de tout cela. C'était le silence. Un fil coupé, net, sans avertissement. Une main qui lâche prise, après avoir tenu la corde pendant des années. Ils s'imaginaient que j'avais construit ce pont pour eux. Ils pensaient que je le leur remettrais, avec un sourire, avant de disparaître. Grand bien. Leur face. Le contrat serait signé le lendemain matin. Mais pas avec eux. La veille du jour où tout s'est effondré, ma boîte de réception comptait 92 messages non lus. 4 étaient signalés en rouge, tous envoyés par Léo. Il n'écrivait pas souvent, jamais plus d'un message à la fois, et jamais sans raison. C'était le premier signal d'alarme. Le second était la liste des vols. Aimantée sur le coin de mon réfrigérateur. Cette ville, 2 mois, aucun week-end. Je la mettais à jour manuellement. Stylo noir, pas d'application, pas d'intégration de calendrier. Il est bien trop facile d'oublier ce que l'on a sacrifié, lorsque cela reste caché derrière un écran tactile. Dubaï était entouré d'un cercle. Dernière étape, sans aucune solution de secours. 2 jours plus tôt, j'avais pris un vol de nuit depuis Stockholm, uniquement pour assister à une réunion juridique de 9 heures. Non pas parce qu'ils avaient besoin de moi, mais parce que personne d'autre n'était capable de suivre, en temps réel, l'évolution des différentes clauses. Léo le savait. Il avait rejoint l'équipe 6 mois auparavant. Brillant. Méticuleux, le genre de jeune consultant qui croyait encore qu'une architecture d'entreprise pouvait être éthique. Il écoutait plus qu'il ne parlait, observait. Plus qu'il ne posait de questions, mais on devinait aisément ce qu'il respectait. Il remarquait ceux qui n'avaient pas besoin de prouver qu'ils avaient raison. Je me souviens d'une nuit à Riyad, à 3h17, heure locale, alors que nous étions les deux seuls en ligne, à attendre qu'un ministère résolve un contretemps. Nous ne parlions pas beaucoup, nous contentant de mettre à jour les notes partagées, d'ajuster les balises de version, et de vérifier les métadonnées, le tout en silence. À un moment donné, je l'ai vu s'arrêter. Il m'a regardé et a demandé. Est-ce qu'il t'arrive de te demander si quelqu'un se souvient de celui qui a tout construit? Je n'ai pas répondu. Je lui ai simplement tendu la dernière ébauche de la clause. Il l'a lu, puis il a hoché la tête. À partir de cette nuit-là, il a commencé à se connecter 5 minutes avant chaque réunion, tout comme je le faisais. Il ne m'a jamais demandé pourquoi, il s'est contenté de m'imiter. 3 semaines avant Dubaï, quelqu'un du bureau de Londres a fait une blague, lors d'un appel d'équipe. Une plaisanterie sur le consultant fantôme qui hantait leur livrable. La plupart des gens ont ricané. Léo, lui, n'a pas levé les yeux. Sans changer de ton, il a simplement lâché. C'est lui qui a bâti la structure sur laquelle vous vous tenez debout. Un silence pesant s'est installé. Personne n'a répondu. Ils sont passés à autre chose. Mais je m'en suis souvenu. Léo voyait ce que les autres ignoraient. Il en mesurait le coût. 1 an plus tôt, j'avais manqué le mariage de ma sœur. Je n'avais fourni aucune explication. Je ne m'étais pas excusé. L'automne dernier, je devais présenter la phase 2 d'un contrat à Genève. 2 heures avant l'embarquement, j'ai reçu un appel. Le père d'un ami, qui avait été
Comme un mentor pour moi, venait de s'éteindre. Les obsèques avaient lieu le lendemain dans le Vermont. C'était précisément à la même heure que la réunion de Genève. J'ai pris mon vol, et j'ai mis à jour les dossiers en plein ciel. Personne ne l'a jamais su, à l'exception de Léo. Une semaine plus tard, il a glissé un mot sous ma tasse de café. Tout le monde parle de leadership. Certains se contentent de l'incarner. Ce n'était pas signé. Cela n'avait pas besoin de l'être. Il y avait chez lui un côté vieille école, comme s'il respectait le rythme du travail bien plus que la récompense. C'est ainsi que j'ai compris que quelque chose clochait, lorsqu'il a cessé de donner des nouvelles. 2 jours entiers, sans aucun résumé, sans la moindre notification de version. Il n'avait pas simplement disparu, il avait été effacé. J'ai alors vérifié les registres d'accès de l'équipe. Son nom n'avait pas disparu. Il avait été écrasé. Léo K, inactif, statut OK. Valeur nulle. Quelqu'un avait supprimé ses identifiants. Et lorsque j'ai ouvert la synchronisation du miroir, le dossier de Dubaï était toujours présent. Intact, avec son horodatage, mais les métadonnées de téléchargement avaient changé. Une nouvelle version apparaissait. Téléchargée à minuit 3. Depuis un réseau différent, qui n'était ni le mien, ni celui de Léo. Aucun changement dans le contenu, seulement dans la paternité du document. C'était comme retirer une signature d'une toile. C'est à ce moment-là que j'ai signalé l'anomalie, imprimé la piste d'audit, et étiqueté le dossier pour révision. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas confronté Daniel, parce que, parfois, la confrontation est un cadeau. Et je n'étais plus d'humeur à faire des cadeaux. J'ai continué à travailler. J'ai finalisé les contributions ministérielles, revalidé les certificats biométriques, et réajusté les clés de chiffrement. Cependant, c'est la liste des vols qui a retenu mon attention. À côté du trajet Riyad-Dubaï, le nom de Léo avait été griffonné à côté du mien. Il avait disparu. Non pas remplacé, mais effacé, proprement, comme s'il n'avait jamais fait partie du voyage. Et j'ai compris ce que cela signifiait. Il ne cherchait pas seulement à l'écarter. Lui. Il testait également à quel point j'étais, moi aussi, remplaçable. Cette nuit-là, je suis resté assis dans le silence. Sans musique, sans lumière, avec pour seul compagnon le ronronnement du réfrigérateur et cette liste sous les yeux. Cette ville, cette preuve de mon engagement. Plus aucune d'elles n'avait d'importance. Mais je les ai laissées là, car les cartes n'oublient pas, même quand les hommes le font. Tout a commencé par une invitation à saisir mon mot de passe, puis une autre, et enfin, le silence. Le projet s'appelait Sentinelle, un protocole interne de sécurité et de gestion des menaces. Il était conçu pour gérer des escalades de crise à plusieurs niveaux, dans des zones sensibles. Je l'avais développé à partir de 0. 2. En d'efforts pour combler les failles, testé à Lagos, puis perfectionné à Stockholm. Pourtant, je ne pouvais plus y accéder. J'ai saisi le jeu d'identifiant de secours. Toujours verrouillé. La 3e tentative a déclenché un délai d'attente de sécurité. J'ai patienté, puis j'ai cliqué une dernière fois. Autorisation révoquée. Veuillez contacter l'administrateur. L'administrateur. C'était moi, auparavant. J'ai fermé l'onglet. J'ai ouvert l'archive des communications internes. J'ai recherché la dernière annonce globale du système. Je l'ai trouvée. Un en-tête de PDF. Restructuration de l'équipe de supervision stratégique. Effet immédiat. Aucun nom n'était mentionné, juste des cases qui bougeaient dans un organigramme. Mon titre n'avait pas été réattribué. Il avait été supprimé. Pas de remplaçant, pas de commentaire, tout simplement effacé.
j'ai continué à faire défiler la page. Un email de Daniel, adressé à l'ensemble du groupe de supervision internationale, intitulé « Remerciements pour votre collaboration ». Il y écrivait « Notre succès à Dubaï reflète non seulement une exécution technique, mais aussi un esprit de confiance collective. » Confiance collective. Une expression que j'avais rédigée 6 mois plus tôt, mot pour mot, dans la synthèse du protocole destiné au comité ministériel. Il s'appropriait ma phrase, à ma place, pour finaliser mon projet, et cela fonctionnait. Personne ne se posait de questions. Personne ne répondait. Tout juste un pouce levé. Automatique, de la part des ressources humaines. J'ai ouvert un nouveau message. Adressé à Daniel, puis j'ai écrit « Si vous comptez me citer, veillez au moins à mentionner la bonne source. » Je me suis arrêté, j'ai effacé, puis j'en ai rédigé un autre. J'ai remarqué que l'accès à Sentinel m'était refusé. Je serais curieux de savoir qui supervise son modèle de risque à présent. J'ai également supprimé ce message. Troisième essai, je l'ai laissé vide. À quoi bon? J'ai fixé le curseur clignotant, puis j'ai fermé le brouillon. Parfois, le silence coûte moins cher, même s'il n'est jamais gratuit. J'ai alors vérifié l'historique des versions de la structure de Dubaï. Pas la version active, mais les journaux d'activité profonds, la version 42.7.1. Elle contenait toujours mes phrases clés intégrées, portait toujours ma somme de contrôle, mais le champ de l'auteur avait été écrasé. Rédigé par Daniel Locache, révisé par l'équipe juridique B, l'équipe juridique B n'existait pas. Il y a 6 mois. J'avais personnellement aidé à définir ses compétences. Désormais, il s'appropriait mon héritage, sans même en comprendre la portée. J'ai accédé à la copie miroir chiffrée. Hors ligne, vérifiée, elle m'appartenait. Toujours. Mais je savais désormais à quoi m'en tenir. Il ne s'agissait pas seulement de m'écarter. Il s'agissait de m'effacer. Daniel ne s'était pas contenté de s'attribuer le mérite. Il avait réécrit la paternité du projet. C'est cela qui faisait mal. Pas la perte d'accès, ni le titre, ni les invitations de calendrier que je ne recevais plus. C'était cette disparition silencieuse, cette coupure nette, comme si l'on effaçait un nom sur le mur d'un immeuble pour repeindre par-dessus, faisant croire que le mur avait toujours été vierge. Il y avait une discussion Slack, lancée par un consultant junior, qui demandait qui avait conçu la solution de secours de la clause 17.4. Quelqu'un a répondu. Je crois que c'était l'équipe de Locke, non? Un autre a ajouté, oui, il l'a présenté durant la phase de Riyad. Présentée? Non pas construite, non. Pas négociée, mais simplement présentée. J'ai fermé la discussion, puis j'ai ouvert le dossier partagé de l'architecture de Dubaï. Un document venait d'être modifié, présentant la même structure, les mêmes en tête, mais avec de nouvelles initiales, DL. J'ai examiné les métadonnées. Mon envoi d'origine avait été dupliqué à minuit 34 UTC. Leur copie, sa copie à lui, était datée de 3h06. Il n'avait pas rédigé un seul mot, se contentant de dupliquer, d'estampiller, et de réattribuer le fichier. Je me souvenus d'une phrase que j'avais consignée autrefois, dans une note personnelle, adressée à Léo, le contrôle n'est pas une question de paternité. C'est une question de timing. Daniel avait appris cela en m'observant, et aujourd'hui, il s'en servait contre moi. J'ai tenté d'accéder à un autre système. Un bac à sable interne, que j'avais conçu pour Léo afin de simuler des réponses aux incidents de sécurité. Utilisateur introuvable. Aucun avertissement, aucune archive, tout avait disparu. J'ai fouillé les journaux d'activité. Entrée 1278. Léo K. Accès révoqué. Horodatage, 2h12. Soit 12 minutes après la duplication du fichier de Dubaï.
C'est à cet instant précis que j'ai compris que Daniel ne s'était pas contenté de m'écarter moi, il avait également éliminé Léo. Léo n'avait même pas eu droit à un entretien de départ, il avait été congédié en silence, exactement comme moi. Et pourtant, personne ne l'avait remarqué, aucun signalement n'avait été fait, aucune indignation ne s'était manifestée, car nous n'avions jamais fait de bruit, nous n'avions jamais été visibles. Et c'est précisément ce qui nous rendait si facile à effacer. J'ai ouvert mes notes, j'ai tapé 2 mots, bouton d'arrêt, puis je les ai effacés. Aussitôt, car je ne projetais pas de tout détruire. Je préparais des preuves, un historique indiscutable. J'ai commencé à sauvegarder, hors ligne, tout ce qui ne se trouvait pas sur le système, sur des disques de stockage de secours. Des copies expurgées, des originaux dotés de chaînes de hachage, des journaux de séquences, ainsi que des captures vidéo de transition d'écran. Tout était stocké, tout était répertorié, mais rien n'était encore partagé. À 3h42. Précise. Mon calendrier s'est mis à jour. Un seul événement est apparu. Une réunion d'équipe intitulée « Coordination finale Dubaï, supervision de la direction ». Je n'y étais pas invité, mais le dossier partagé restait ouvert, toujours en cours de synchronisation. J'ai observé sinon défilé, aucune question n'était posée. Daniel menait la danse. Il a de nouveau utilisé ma formule, la confiance absolue intégrée à cette structure témoigne de la culture de notre équipe. Mes propres mots, une fois de plus, prononcés par une voix qui n'en comprenait absolument pas le sens. Il faisait défiler les diapositives comme si elles étaient siennes, mais je me souvenais de chaque clause, de chaque compromis, et de chaque version que j'avais supprimée puis reconstruite. Jusqu'à ce que l'ensemble soit infaillible. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé la situation. Il ne se contentait pas de s'attribuer le mérite. Il était en train de réécrire l'histoire. La mienne. J'ai refermé l'ordinateur portable, sans précipitation, mais de façon définitive. Puis je me suis levé, j'ai fait un pas, et je me suis dirigé vers le réfrigérateur. La liste des vols s'y trouvait toujours, mais l'encre sur la ligne de Dubaï commençait à s'estomper. Je l'ai repassé au stylo. Puis, je l'ai rayé d'un trait net. Non pas parce que je n'allais pas m'y rendre, mais parce que ma mission était déjà accomplie, le contrat étant bouclé. Le terrain de jeu avait changé. Il s'imaginait que j'étais hors jeu. Il se trompait. Je n'en avais pas terminé. Je me contentais d'observer. Et ils n'ont jamais vu ce que je savais faire de mieux. Je ne corrigeais pas les erreurs. Je les rendais irréversibles. Le dossier a été envoyé à 2h17 du matin, chiffré, signé numériquement, directement vers le portail sécurisé du ministère. Sans éclat. Sans texte d'accompagnement, simplement le fichier, et tout le silence qu'il transportait avec lui. À 3h46, une notification du système est apparue, nouveau téléchargement. Version finale Dubaï soumise par des locks. Je l'ai ouverte. Elle semblait identique en surface. Même nombre de pages, même en tête. Même la page de garde reprenait ma mise en page. Cependant, la clause 17.6 avait été modifiée. La section qui garantissait la conservation neutre de la propriété de la structure, celle que j'avais rédigée, intégrée, dupliquée et validée, faisait désormais l'objet d'une note de bas de page. Une clause de non-responsabilité juridique avait été insérée, cette clause a été mentionnée dans les premières versions du document, et peut ne pas refléter l'intention finale négociée, suite à une confirmation verbale obtenue auprès de la supervision régionale. Il n'existait aucune trace d'une telle discussion, aucune note de protocole, aucun compte-rendu. Pourtant, cela figurait désormais dans leur historique des versions. Une réécriture de l'histoire après coup. J'ai analysé le document plus en détail.
Le formatage des lignes avait été modifié. Juste assez pour fausser la correspondance de la clé de hachage. Assez pour semer le doute dans l'esprit de quiconque survolerait rapidement le texte. J'ai ouvert la copie de sauvegarde de ma version originale. 3 chaînes de traçabilité d'historique. 2 témoins. Hors ligne. Un exemplaire papier, enfermé dans un coffre-fort inifugé à Zurich. Malgré tout, ce timing me tracassait. 89 minutes après mon envoi, ce n'était pas spontané, c'était calculé. Il me tendait un piège. Non pas pour me vaincre, mais pour paralyser mes actions. La confusion bloque les contrats, le retard invite à la révision. Et Daniel avait toujours été plus doué pour le mélodrame que pour la conception pure. J'avais besoin de quelqu'un capable de maîtriser ces deux aspects. J'ai appelé Marcus Patel, un avocat spécialisé en conformité, basé à Genève. Nous ne nous étions pas parlé depuis 2 ans. Il a décroché comme si nous nous étions quittés la veille. Tu n'appellerais pas si ce n'était pas déjà en train de brûler. Je lui ai parlé de la clause, du transfert, et de la tentative d'écraser mes données. Il ne m'a posé qu'une seule question, as-tu la chaîne de hachage SHA? Je l'avais. Il a expiré lentement, puis a ajouté, laisse-les s'enterrer eux-mêmes. Contente-toi de garder ton terrain propre. J'ai raccroché, puis j'ai ouvert le journal d'activité. C'est là que je l'ai vu. Ligne 2721. Léoca, fin de contrat. Horodatage, 3. H58 du matin. J'ai cliqué pour aller plus loin. Son bac à sable était verrouillé. Les archives étaient effacées. Toutes ses contributions avaient été nettoyées. Dans l'un des dossiers les plus anciens, j'ai retrouvé une sauvegarde que Léo avait entamée. Pas une copie miroir. Simplement une copie hors ligne. Classique, intitulée « Felsaf ». En cas de problème, 3 fichiers ci. Trouvés, dont un fichier, note.txt, modifié pour la dernière fois 2 jours plus tôt. Je l'ai ouvert. Pas d'introduction. Simplement, si vous lisez ceci, c'est que quelque chose a cassé. Utilisez l'original. Il saura ce que cela signifie. J'ai copié l'intégralité du répertoire. Je l'ai transféré dans ma propre structure miroir. Léo n'avait rien demandé. Il ne m'avait pas prévenu. Il s'était simplement préparé, tout comme je l'avais fait. À 4h12 du matin, un fil de discussion Slack est apparu dans le canal des opérations juridiques. Daniel y menait la danse. Il a publié un résumé, les premières orientations juridiques suggèrent que la clause 17.6 a été intégrée sans validation de procédure. Nous étudions une modification rétroactive, basée sur un accord verbal préalable concernant le périmètre du projet. Le tout était enrobé de suffisamment de jargon pour paraître tout à fait plausible. Un analyste junior a répondu, cette clause a-t-elle été examinée par un conseiller externe? Daniel a répliqué, elle a été rédigée à titre de mesure d'urgence, et non comme un protocole actif. C'était là toute sa stratégie de bascule. Présenter mon travail fondateur comme une simple suggestion, pour ensuite l'enterrer. J'ai pris des captures d'écran, exporté l'intégralité de la discussion, puis je l'ai archivé sur le disque de Zurich. Il misait sur la rapidité et sur la perception des faits. De mon côté, je misais sur les preuves. À 4h26, j'ai ouvert mon journal d'activité personnelle, et j'ai écrit. Constater tentative coordonnée d'écrasement, mise en place du discours juridique. Éviction de Léo, miroir actif. Puis, je l'ai refermé. Pas d'éclat, pas d'artifice. Documenter, c'est se protéger. À 4h58, un nouvel email de Daniel est arrivé, intitulé « Clarification ministérielle, contexte ». De révision des clauses, envoyé en copie conforme à tout le monde, excepté moi. Il contenait une présentation de 6 pages, entièrement de ma création.
reprenant mes expressions et mon organisation visuelle. Un seul mot avait été modifié, E-Baval, était devenu D-Baloc. J'ai créé une superposition comparative, côte à côte. J'ai identifié cet élément distinctif que j'étais le seul à employer. Des espaces insécables entre l'entête de section et son numéro. L'emplacement précis de la ponctuation sur les balises techniques. Une structuration unique. Des conditions de repli. Ce document était le mien, même sans mon nom dessus. Je les ai étiquetés, encre d'authenticité. À 5h11, les ressources humaines ont mis à jour l'organigramme. Le nom de Léo a disparu. Aucune explication. Il n'avait pas été muté. Il n'avait pas été réaffecté. Il était parti, comme s'il n'avait jamais existé. J'ai ouvert son bac à sable. Une dernière fois. Tous ces fichiers avaient été programmés pour une suppression automatique. J'ai assisté à l'opération en direct, un par un. Les icônes des fichiers s'estompaient doucement. Le dernier à disparaître s'appelait framework-baspinal.v3. Il a clignoté, puis s'est évanoui. Je n'ai pas scié, je n'ai pas bougé, je me suis contenté de regarder. Parfois, la seule forme de résistance qu'il nous reste est la simple observation. À 6h02, Marcus a rappelé. J'ai vu leur discussion, elle est fragile. S'ils tentent une action officielle, ils vont s'effondrer, mais ne répond pas pour l'instant. J'ai demandé, peuvent-ils retarder la signature? Il m'a répondu, pas à moins d'introduire de l'ambiguïté. Or, tu l'as totalement éliminé. J'ai hoché la tête en silence. À 6h37, j'ai activé le miroir. Divisé le dossier en deux, chiffré la première moitié sous le nom d'une société inactive que j'avais enregistrée 6 ans plus tôt, et envoyé l'autre moitié dans un coffre-fort virtuel privé. La propriété intellectuelle était ancrée dans la clause 17.6. Ligne 3. 14 mots non modifiés. 14 mots dont seules 2 personnes comprenaient la véritable signification, Léo et moi. La clause qui renfermait ces mots était à nouveau active. Non pas dans leur système à eux, mais entre les mains de ceux qui comptaient vraiment. Le ministère allait se retrouver face aux 2 versions. L'une construite avec rigueur, l'autre empruntée à la hâte. Qu'ils décident même quel héritage ils souhaitaient signer. Le contrat devait être signé à 9h. Rien ne s'est produit. À 9h03, aucune confirmation. À 9h07, toujours rien. À 9h11, le portail du ministère affichait enfin une nouvelle entrée. Pas celle de Daniel, mais la mienne, du Mans. Signée, tamponnée, et traitée par la chaîne officielle d'approvisionnement. La clause 17.6 restait intacte, exactement telle qu'elle avait été rédigée. 14 mots enfouis au 3e paragraphe de la 12e page. Je n'ai pas rafraîchi la page à nouveau. Je n'ai pas souri, je me suis contenté de réduire la fenêtre. À 9h17, Daniel m'a envoyé un message, c'est toi qui as fait ça? Pas de ponctuation. Pas d'introduction, juste de l'incompréhension, vive et directe. Je n'ai pas répondu. 10 minutes plus tard. Un autre email est arrivé, provenant cette fois d'un des conseillers juridiques qu'il avait associé au projet la semaine précédente. L'objet indiquait urgent, conflit d'autorisation sur la structure globale. Je l'ai ouvert. Le corps du message se résumait à une unique question, cette soumission a-t-elle été validée au préalable par le conseil d'administration? Pas de signature, pas d'historique d'horodatage, une simple tentative d'obtenir des informations. Je l'ai archivé. Laisse-les chercher dans le vide. À 9h42. Marcus a appelé. C'est la panique chez eux. Que veux-tu dire par panique? Ai-je demandé. Daniel a essayé de joindre un contact au ministère. Ils n'ont pas répondu. Il semblerait qu'ils considèrent l'affaire comme classée,
enregistré, et verrouillé. Je n'ai pas réagi. Ils vont essayer de retarder le communiqué de presse. Peut-être en affirmant qu'un différend est en cours. Laisse-les faire, ai-je dit. Veux-tu déposer une déclaration publique de paternité d'œuvre? Cela pourrait anéantir sa crédibilité. J'ai inspiré profondément. J'aurais pu le détruire. C'est précisément pour cela que je ne l'ai pas fait. Marcus est resté silencieux un court instant, puis il a compris. Il a raccroché. À 10h12, une journaliste m'a contacté. Elle s'appelait Riley. Je l'avais rencontrée une fois, lors d'un sommet sur la cybersécurité à Oslo. Elle avait réussi, d'une manière ou d'une autre, à obtenir les registres du contrat. Elle savait que 2 versions avaient été soumises. Elle savait que la mienne avait été signée. Est-il vrai que vous avez inséré cette clause de conservation? J'ai répondu par l'affirmative, oui. Envisagez-vous de rendre l'affaire publique? Non. Cela pourrait pourtant marquer un tournant dans votre carrière, a-t-elle insisté. Elle a ajouté, Daniel Locke vient d'être réaffecté. Si vous prenez la parole maintenant, vous maîtriserez l'histoire. J'ai marqué un temps d'arrêt, puis j'ai écrit, je n'ai pas rédigé la clause 17.6 pour qu'elle soit citée dans les journaux. Je l'ai rédigée pour qu'elle soit respectée. Elle m'a renvoyé un point d'interrogation. Puis-je au moins confirmer la chronologie des faits? Je n'ai pas répondu. Le message est resté non lu pour le reste de la journée. À 11h24, le répertoire interne a été mis à jour. Le contrat signé est apparu dans le dossier partagé de la direction. Sans éclat, sans annonce particulière. J'ai téléchargé le document, puis j'ai vérifié ses métadonnées. La signature au bas de la page n'était pas la mienne, mais la structure l'était. J'ai fait une recherche textuelle. Elle figurait bien là. La clause 17.6. Avec cette fameuse ligne de conservation de 14 mots, intégrée en bas de page, respectant toujours ma structure de présentation, reposant toujours sur mon arbre logique. Toujours mienne. J'ai imprimé la page, en un seul exemplaire, je l'ai pliée en 4, puis je l'ai glissée dans une petite enveloppe vierge. Je l'ai déposée dans le tiroir de mon bureau étiqueté, au cas où. À midi pile, Léo m'a envoyé un message. 2 mots seulement, bien vu. Pas d'émoji, pas de ponctuation, une simple confirmation. J'ai répondu, le miroir a tenu bon. Il n'a pas répliqué. Il n'en avait pas besoin. J'ai ouvert le relevé de mon compte bancaire. Le virement avait été validé. Exactement 42 millions de dollars, libellés sous l'intitulé « Paiement direct ». Pour prestation de consultant technique indépendant sur structure globale. Aucune question posée, aucun suivi requis. Le nom associé au dépôt correspondait à celui de la clause de conservation. Pas une entreprise, pas un groupe. Simplement le mien. À 22h03, les accès de Daniel ont été supprimés du tableau de bord des systèmes internationaux. Il ne s'agissait pas d'un licenciement direct, mais plutôt d'une simple restructuration, quoique, dans les journaux systèmes, le terme employé fut bien plus explicite, révoqué. Il ne m'a plus jamais envoyé de message. Il n'en avait pas besoin. À 13h19, Marcus m'a recontacté. Ils ont tout stoppé de leur côté. Pas de procès, pas de communiqué de presse. J'ai répondu. Parfait. Il a ajouté, il te propose de siéger au comité consultatif. Choisis ton domaine d'intervention. Je n'ai pas répondu. À 14h04, j'ai ouvert le dossier miroir une dernière fois. Chaque fichier était à sa place, aucune corruption de données, aucun accès externe non autorisé, aucune modification ultérieure. J'ai créé un tout dernier fichier, état-final.txt. À l'intérieur, j'ai simplement écrit
Clause 17.6 respectée. Héritage préservé. Pas de représailles, pas de vagues. Puis j'ai refermé le dossier, déconnecté le disque dur, et je l'ai rangé à côté de l'enveloppe. 2 barrières de sécurité, 2 enregistrements fiables, dont aucun n'était destiné à être exposé aux yeux de tous, mais seulement à exister. À 15h17. J'ai préparé du café, le même mélange que je préparais depuis mon séjour à Stockholm. Conservé dans un bocal noir, sans étiquette. Personne d'autre n'en buvait. Je suis resté là, debout dans le silence. Au loin, dehors, quelqu'un s'exprimait au téléphone. Je ne parvenais pas à distinguer ses paroles. Je n'en avais d'ailleurs pas besoin. Je savais exactement ce qu'il s'efforçait d'expliquer, ce que personne ne pouvait retracer, ce que personne n'avait vu se produire, mais qui avait bel et bien eu lieu, tout cela parce que je n'avais pas fait de scandale, je n'avais pas provoqué de réunion de crise. Et je n'avais pas cherché à faire la une des journaux. J'avais simplement rédigé cette clause une fois pour toutes, et je l'avais rendue ineffaçable. Je n'ai pas changé les serrures de chez moi, je n'ai pas déménagé, et je n'ai rien reconstruit. J'ai simplement retiré le disque dur. Je l'ai enveloppé dans un tissu occultant noir, puis je l'ai étiqueté d'une seule ligne, exécuter. Ne pas dupliquer. Puis, je l'ai déposé dans une boîte métallique toute simple, celle-là même qui me servait pour mes anciens prototypes. J'y ai ajouté 3 autres objets, une clé USB ébréchée provenant de Genève, étiquetée brouillon V1.1, mon tour de coup du projet de Stockholm, et l'enveloppe contenant la clause 17.6 imprimée et pliée, posée sur le dessus. J'avais consigné par écrit ce qu'il s'était empressé d'oublier. Personne ne verrait cette boîte. Personne n'en avait besoin. J'ai préparé une nouvelle tasse de café, le même assemblage que d'habitude. Sans sucre, et sans marque de fabrique. L'actualité a continué de suivre son cours. Le virement de 42 millions de dollars a bien déclenché quelques audits internes, mais la clause est restée neutre, silencieuse et irrévocable. Le temps que Daniel essaie d'organiser une réunion de révision, ses accès système avaient déjà été rétrogradés au statut de simple observateur. Sa caméra ne s'est pas activée. Le lendemain matin, à 9h11 précise, j'ai reçu une proposition de contrat de la part d'un groupe mondial de télécommunications. Il me proposait des honoraires de départ à 7 chiffres, des conditions standards, un cadre précis, le tout rédigé avec rigueur, mais la fameuse clause de conservation manquait à l'appel. J'ai renvoyé une unique demande, veuillez insérer la clause 17.6 en l'état. Ils ont d'abord hésité, tenté de la simplifier, et essayé d'en modifier la formulation. Je leur ai répondu par une seule ligne de 14 mots, ces conditions ne sont pas négociables. 2 heures plus tard, ils ont accepté. Non pas parce qu'ils en saisissaient l'importance, mais parce que quelque chose, dans mon silence, leur indiquait que cela comptait vraiment. J'ai mis à jour mes propres archives. Le nom du dossier indiquait Structure héritage version 0.01 modifiée par Ethan Val. C'était tout ce qui était écrit. Aux alentours de midi, je suis sorti prendre l'air. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai marché 3 pâtés de maison vers l'est, puis j'ai tourné à gauche dans la ruelle située derrière l'ancien bureau de logistique. Je suis passé devant le parking où Daniel avait l'habitude de se garer. Son nom figurait toujours sur la plaque réservée, mais sa voiture n'y était pas. Un jeune cadre est sorti du hall d'entrée, collé à son téléphone portable, serrant un dossier de contrat contre lui, les cheveux bien coiffés, avec des mouvements vifs et précis. Il ressemblait presque à ce que j'étais 10 ans plus tôt, le bruit en plus. J'ai poursuivi mon chemin, puis je me suis arrêté devant le café où Léo et moi avions dessiné, pour la première fois, la structure d'origine de cette clause de conservation. Notre table avait disparu, mais le mur portait toujours la trace
De l'ancienne fuite d'eau. À l'intérieur, un dépliant publicitaire était suspendu près du comptoir. L'héritage est ce dont on se souvient lorsque vous n'êtes plus là. C'était probablement une campagne publicitaire. Sans doute une coïncidence fortuite. Malgré tout, je l'ai remarqué. De retour à mon appartement. L'atmosphère était calme. J'ai ouvert le dossier miroir pour la toute dernière fois. Je n'y ai rien modifié. J'ai simplement contemplé mon travail. L'architecture globale était intacte. Le contrôle des versions s'avérait irréprochable. La clause 17.6 se trouvait exactement là où je l'avais laissée. Ligne 213, contenant mes 14 mots-clés. J'ai ajouté une unique note explicative en dessous, aucune révision possible. Aucune suppression. Puis, j'ai refermé le fichier. Dehors, la circulation de l'après-midi commençait à se faire plus dense. Quelqu'un se disputait dans la rue. Cela n'avait aucune importance. Notre partie s'était achevée depuis déjà plusieurs jours. Il n'y a eu aucun communiqué de presse, aucune marque de reconnaissance interne, ni aucune récompense d'entreprise, mais seulement une présence affirmée. Et dans un autre cas, une absence flagrante. Ils avaient qualifié cela de cadeau d'adieu pour l'entreprise. Ils n'avaient absolument aucune idée de l'identité de celui dont on préservait ainsi l'héritage. La revanche d'un homme élégant ne fait jamais de bruit, mais elle reste toujours profondément personnelle. Si cette histoire a fait l'écho en vous, n'hésitez pas à vous l'approprier. Abonnez-vous dès maintenant, et ne manquez pas notre prochain récit de demain.